Bienvenue sur votre première émission Les Week-ends littéraires. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau M. Mahali Gueye, professeur de français au cours privé Madiaye Sall. Nous allons traiter le thème les réalités socio-africaines dans la littérature post-indépendance sous l'orage. Monsieur Mahali Gueye, nous vous souhaitons la bienvenue. Bonjour et merci M. Sen. Bonjour à la population diabéloise. Je m'appelle Mahali Gueye, je suis professeur de français au cours privé Madiaye Sall. Monsieur Mahali Gueye, est-ce que vous pouvez nous dire qui est véritablement Seydou Bodian? Merci M. Sen. Et par rapport au sujet, c'est-à-dire au thème les réalités socio-africaines dans la littérature post-coloniale ou bien post-indépendance, l'exemple de Sous l'orage de Seydou Bodian. Bon, Seydou Bodian, c'est un écrivain malien, oui, né à Mali un soir du 10 avril 1928, qui a fait ses humanités au Mali d'abord, avant de s'exiler en France, où il fera des études de médecine à l'université de Montpellier. C'est là où il a tenu même une thèse sur la fièvre jaune, avant de revenir dans son pays natal, à savoir le Mali. C'est un écrivain, mais aussi homme politique, parce que c'est un proche du premier président malien Modibo Keïta. De ce fait, il sera même ministre dans le premier gouvernement malien, à savoir un ministre de l'économie rurale et du plan. Il sera aussi ministre dans le second gouvernement, où il sera ministre du développement. Oui, mais il sera contraint à l'exil lors du coup d'État de Moussa Traoré. Il sera déporté à Kidal, puis au Sénégal ici. Il meurt un soir du 28 décembre 2018, tout récemment. Oui, c'est un grand monsieur de la littérature africaine, on peut dire, Seydou Bodian. Merci, monsieur Bey, pour cette présentation limpide de l'auteur. Bon, j'ai constaté que aussi ce roman grandiose est inscrit au programme scolaire, plus précisément en classe de 4e. Pourquoi le choix de Sous l'orage sur la grille du programme, monsieur Bey? Oui, pourquoi le choix de Sous l'orage sur la grille du programme scolaire, notamment en classe de 4e. Bon, si vous voyez que en classe de 4e, ça fait partie des œuvres majeures que nous devons étudier avec la collégienne de Marouba Fall. Mais on a tendance même à voir que Sous l'orage est un peu privilégié, parce que Sous l'orage, c'est un roman qui s'inscrit à son heure, on peut dire, parce que dans la classe où on l'étudie, en classe de 4e, ça rime avec le thème qui est développé, parce qu'on a ici l'amour de deux enfants, Kani et Samou, et que tout ce qui s'est passé durant cette période, nous savons qu'à cette période de la vie, c'est une période un peu difficile où les enfants entrent en âge de la puberté et tout, ils vont à l'école, ils côtoient des amis et tout ça. Et tout ce qui est traité dans cette œuvre est en rapport avec tout ce qu'on avons l'habitude de voir à l'école. Je pense que c'est une des choses qui a motivé le choix de l'inscription du roman dans le grille de programme. Vous avez parfaitement raison, monsieur Bey. Mais a-t-on l'habitude de dire la littérature est fille d'une époque? C'est-à-dire si l'écrivain, autrement dit si l'auteur, décide de prendre la plume pour écrire, pour dénoncer, forcément il y a des faits qui ont émaillé son temps, autrement dit sa société. Est-ce que pouvez-vous nous rappeler, autrement dit nous dire, les réalités sociopolitiques au lendemain des indépendances dans la littérature africaine? Bon, tout d'abord, Sous l'orage est publié en 1963. Bon, on peut dire juste après les indépendances. Donc c'est un roman post-indépendance, on peut dire, mais pas qui s'inscrivent dans les romans de contestation qui s'inscrivent 10 ans après les indépendances pour traiter les thèmes des présidents déchus qui ont déçu leur peuple en quelque sorte. Sous l'orage peut s'inscrire dans le cadre des romans anticoloniaux qui fait le procès de la colonisation, à savoir balayer d'un revers de main tous les préjugés que les Blancs avaient des Africains, parce qu'ils traitent des réalités africaines, mais aussi de la culture et de la tradition africaine. Si vous lisez Sous l'orage, vous voyez que Seydou Bodian détaille tous les secrets de la culture et de la tradition africaine
contrairement aux Européens qui pensaient que l'Afrique est une terre dénuée de culture ou que nous n'avons pas de culture ni de civilisation. Donc, en vous entendant parler, bon, nous allons faire un petit rappel sur la périodisation de la littérature africaine, c'est-à-dire la première génération, la deuxième génération et la troisième génération. Chaque génération avait un objectif très bien déterminé, très bien défini. La troisième génération ne faisait pas le procès de la colonisation parce que c'était juste après les indépendances. Donc, il y avait une autre société qui s'est présentée, c'est-à-dire la société moderne. La société moderne représentée par l'école occidentale. Donc, quand il y a deux sociétés, il y a forcément choc. Raison pour laquelle vous avez évoqué les personnages, en tout cas principaux, c'est-à-dire peut-être on peut citer Samou et Kani qui étaient en conflit avec les vieux qui représentent les personnages traditionnels. Donc là, on peut avoir, comment dirais-je, des chocs, des conflits de génération. Effectivement, ça c'est très bien clair, M. Mahali Gueye. Mais j'aimerais aussi savoir pourquoi, est-ce que vous pouvez nous faire le parallélisme entre les thèmes développés dans le roman et les réalités sociopolitiques de la société de l'époque, c'est-à-dire après les indépendances. Oui, comme je vous l'ai dit tantôt, les réalités sociopolitiques riment avec les thèmes développés dans l'œuvre, à savoir que si on pense que l'Africain n'a pas de culture ou n'a pas de civilisation, du fait qu'on a été victime d'une longue colonisation et aussi tout ce qui en ressort, à savoir l'esclavage et tout, longtemps, l'Européen ou bien les Occidentaux avaient un œil un peu disproportionné, je peux dire, envers nous, les Africains, parce qu'ils pensaient que nous n'avons pas de civilisation ni de culture. Et à savoir, sur le plan politique, on ne peut pas encore dire, parce que là, il ne s'agit pas d'une question très politique, mais d'une question culturelle ou bien traditionnelle. Parce que c'est ce que montre là Seydou Badian. Ici, il n'est pas question de politique, mais de question de réalités africaines. Pour montrer que, malgré que nous ne savions pas jadis écrire, nous ne savions pas lire, mais on avait tout un pan de culture et de tradition qui nous était propre. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la thématique qui est abordée dans ce roman et comment l'auteur a conçu cette thématique? Bon, quand on parle de Sous l'orage et de thématique, la première chose qui saute à l'œil nu, c'est le conflit de génération. Le conflit de génération entraîné par le choc des cultures, comme vous l'avez dit. Parce que c'est l'opposition entre deux mondes. Il y a d'abord un monde traditionnel caractérisé par les anciens, dont nous avons le père Benfa, le père Djigui et tous les autres anciens du village ou de la ville. Et de notre côté, nous avons les jeunes, ceux qui ont fréquenté l'école moderne. Et c'est là où le bas blesse en quelque sorte, parce que quand deux cultures se heurtent, certes, il y aura des divergences, et ce qui est à l'origine, parce que si vous voyez que les enfants qui ont été à l'école ont appris à l'école des choses nouvelles, ce qui fait dire à Birima que, papa, vous devez comprendre que les choses ont évolué. Parce qu'il y a un certain modernisme que les jeunes incarnent et qui ne rime pas avec la tradition selon les anciens. Et c'est ce qui a été le nœud de l'intrigue du roman qui fait qu'on parle de l'affaire Kani ou de l'affaire Samou. Parce qu'il y a ce mariage forcé, en quelque sorte, entre guillemets, on peut dire, que le père Benfa voulait imposer à sa fille. Mais vu que sa fille a connu la scolarisation, elle pense que le monde ne va plus ainsi. C'est à elle de voir avec qui elle veut se marier. Or que Père Benfa ne croyait pas ainsi. Parce que la première fois où il le voit avec Samou, vous voyez sa réaction. Plus jamais, je ne veux plus vous voir ensemble. À l'heure, vous aurez le mari que je voudrais. Là, il y a une certaine domination du père vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa fille et des autres. Donc, si je comprends très bien votre réponse, donc il y a ce qu'on a dans la société africaine traditionnelle, c'est-à-dire la fille n'avait pas le droit, autrement dit, n'avait pas la possibilité
de choisir son propre mari. Par contre, avec l'avènement de la société moderne, plus précisément avec l'implantation de l'école occidentale en Afrique, donc il y a ce qu'on appelle une nouvelle conscience, c'est la nouvelle génération. Donc certaines pratiques traditionnelles sont remises en question par la nouvelle génération. Et vous avez aussi parlé de ce qu'ils entendent le mariage forcé entre Samou, entre Kani et le riche commerçant Famagan. Donc, quelle était l'intention, comment la véritable intention, en tout cas, de Père Benfa de vouloir marier sa fille Kani avec ce riche commerçant? Merci pour cette question, M. Sen. Bon, parce que c'est une question très pertinente, parce que certains, si on entend dire que dans Sous l'orage, Père Benfa voulait marier sa fille à Famagan, on pense que c'est dû à l'argent. Mais l'argent n'est pas la chose principale qui a animé ce mariage. Parce que même Père Benfa le dit à Famagan, vous voyez que nous nous tenons debout et que nous avons quelque chose à mettre sous la dent. C'est pour lui montrer que ce n'est pas à cause de l'argent qu'il veut le mettre en relation avec sa fille, mais c'est par le biais de la parole donnée. Parce que Père Benfa, ce qui n'est pas mentionné, mais quand même, on peut comprendre qu'il avait promis à travers la parole sa fille à Famagan. C'est ce qui a motivé son choix à donner la main de sa fille à Famagan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons quelque chose à manger, ce n'est pas parce que vous êtes riche que je vais vous donner ma fille. Non, mais c'est parce que j'avais tenu ma parole et on sait l'importance de la parole en Afrique. Ça me permettait moi de convoquer un de mes professeurs à l'université, M. Bassirudien. Il disait qu'un homme valeureux, là où sa parole devenait mensonge, on y retrouvait son cadavre. C'est pour montrer l'importance de la parole donnée, particulièrement partout en Afrique, hein, parce que même dans la littérature maghrébine, Amezan le dit, que ce n'est pas à son accoutrement que l'homme se mesure, mais à sa parole. Donc ce qui a motivé le choix de Famagan n'est pas dû à l'argent, certes, mais c'est dû à une parole donnée par le Père Benfa à Famagan et qu'il voulait coûte que coûte tenir sa promesse. Donc il y a aussi le thème de la polygamie qui est aussi abordé. Parce que Famagan, qui est un riche commerçant, aussi est un polygame. Bon, est-ce que Kani, qui incarne la société moderne, voulait véritablement embrasser la polygamie? Oui, la polygamie est l'un des thèmes majeurs, hein, l'un des thèmes majeurs dans Sous l'orage, parce que ce n'est pas seulement Famagan le polygame, mais Père Benfa aussi est polygame. Ce qui fait, même le frère aîné du Père Benfa, Djigui aussi est polygame. Donc la polygamie est l'un des thèmes majeurs dans l'ouvrage de Seydou Bagnan. Et comme vous l'avez si bien dit, Famaga avait 2 ou 3 femmes et que Kani devait être la 3e ou la 4e femme. Ce que même a dit Birima, l'un des plus jeunes de la famille Benfa, il dit que à quoi sert de donner la main de Kani à un homme polygame? Kani n'est pas un mouton et je sais que ce mariage ne fera pas son bonheur. Ce qui a même irrité son grand frère Sibiri qui lui dit que vient faire l'avis de Kani sur cette affaire, parce que le mariage a toujours été l'affaire des hommes. Parce que pour eux, c'est les hommes qui conçoivent les mariages, qui le lient et qui les scellent. Revenant sur la question, la polygamie, bon, c'est une question essentielle parce que ça relève de la société africaine traditionnelle et on sait comment vivaient nos ancêtres. Dans une, peut-être, je ne peux pas dire une petite maison, mais dans une maison familiale, le père avait plusieurs femmes. La polygamie et la société africaine, c'est une très longue histoire, on peut dire. Donc, Famagan était un polygame, Père Benfa était un polygame, Djigui aussi était un polygame. Et tout ce qui en ressort de la question de polygamie. Parce que là, vous voyez aussi, une autre question est mise en avant, à savoir la place de la femme dans la société africaine. Parce que à un moment donné, quand Kani on l'a fait part de son mariage et qu'elle pleurait, vous avez entendu la réaction de Maman Tene, sa mère. Elle lui a dit, vous avez vu tout ce que j'ai enduré dans cette maison. Oui, si vous vous comportez ainsi, vous pouvez me porter préjudice. Parce qu'en Afrique, on a l'impression de dire que le travail de mère sert de déjeuner à son fils. Et que toute mère, la manière dont elle se comporte dans son foyer, on le voit à travers ses fils. Et que Maman Tene ne voulait aucunement être critiquée de ce fait.
elle demandait à sa fille de se soumettre. Ça aussi, c'est un aspect important de la polygamie. Il y a aussi les questions de choix dans le polygamie, parce que aussi Kani n'est plus une petite fille là, elle a compris, et qu'à un moment donné, quand le père Benfa prenait une nouvelle femme, la manière dont il se comportait avec sa mère, vous avez vu, elle le dit même quand maman tenait disputé avec ses co-épouses, père Benfa était arrivé même à prendre parti. Elle se rangeait parfois du côté de la plus petite des épouses, à savoir Mata. Donc ça aussi, tout ça montre l'importance de la polygamie qui est traitée dans cet ouvrage et qui constitue un des thèmes centraux de l'œuvre. Parce que quand on parle de Sous l'orage, beaucoup pensent au choc des cultures, beaucoup pensent au conflit de génération, mais la polygamie aussi est un des thèmes majeurs de l'ouvrage. Merci, M. Mahali. Bon, nous avons parlé du fond, c'est-à-dire les thèmes abordés. Mais toute œuvre littéraire, au-delà du fond, il y a ce qu'on appelle la forme. Bien évidemment que Sous l'orage de Seydou Badian est un roman moderne, écrit après les indépendances. Mais ce roman respecte le cheminement du roman traditionnel. Quand on dit le roman traditionnel, on fait référence au schéma narratif, c'est-à-dire la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties et l'élément de résolution et la situation finale. Toutes ces 5 étapes sont bel et bien représentées dans Sous l'orage de Seydou Badian. Seydou Badian, je pense que la situation initiale, c'était la famille de Benfa vivait dans une quiétude parfaite et notoire, parce que Père Benfa faisait appel à sa fille devant ses camarades pour qu'elle, pour qu'elle traduise autant pour moi les lettres et avec fierté. Vous voyez, donc il y a ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Lorsque le père Benfa voulait marier sa fille à un riche commerçant, ce qui a bouleversé la quiétude qui régnait au sein de la famille Benfa. Donc, il y a ce qu'on appelle les péripéties, c'est-à-dire les différentes étapes, les différentes actions, les déplacements au village, et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle l'élément de résolution. Qui est véritablement l'élément de résolution? Qui a résolu cette problématique qui guettait la famille Benfa? Merci, M. Sen. Bon, ça, c'est une question très fondamentale. Hein? Oui, parce que, oui, tout roman épouse un cheminement, oui, et qu'on a vu qu'avec Sous l'orage, ce n'est pas une production fortuite. Parce que ça nous montre aussi la dimension, l'ampleur de son producteur. Parce que Sous l'orage, Seydou Badian est un très bon romancier, on peut dire en quelque sorte. À savoir la manière dont vous avez agencer l'œuvre en parlant de situation initiale, éléments perturbateurs jusqu'aux péripéties et tout. Vous voyez que là, oui, il y avait la quiétude au début, hein, bien avant que Benfa ait l'obligation ou bien ait la volonté de marier sa fille à Famagan. D'abord, dès les premières heures de la scolarisation de Kani, vous voyez, on l'appelait de partout, elle venait lire les lettres et que Père Benfa, avec fierté, disait: ah, vous voyez, elle sait lire ce qui est écrit par la machine. Et par là, il ne savait pas ce qu'il attendait. Parce qu'à travers ce savoir de lecture, par ce qui est écrit la machine, elle ne sait pas que la mentalité et l'esprit de sa fille est en train d'être forgé d'une manière nouvelle. Et que là aussi, tout au long de l'ouvrage, on progresse. À un moment donné, il y a un élément perturbateur, c'est ce mariage-là, mariage forcé entre guillemets qu'il voulait nuer à sa fille, ce qui a contraint même sa fille à ce qu'on peut assimiler à un exil. Parce que face au refus de Kani, le père Benfa envoie sa fille au village avec son petit frère. Et là, c'est un aspect très important de l'œuvre, parce que c'est au village où les 2 enfants seront initiés. C'est ce qu'on peut, dans l'épopée, ce qu'on peut comparer à une initiation. Parce que là, les enfants sont rééduqués. Là, les enfants sont rééduqués et d'une manière parfaite par son frère Djigui. Parce que là, on les sépare. Vous avez la vie dans les villes, il y a une vie mixte où garçons et filles mènent la même vie, on peut dire. Mais là, vous avez vu la séparation que Djigui a provoquée d'abord. Kani chez ses épouses
et Birima avec lui et avec les garçons. Et à travers tout fait et geste, il les enseigne les vertus de la société. Non, même quand ils ont vu le lézard qui est le totem de la famille, Birima et Kani ont crié et ont tous couru vers d'or. Et quand le père Benfa est arrivé, il a posé la question à Birima, qui a crié? Et Kani a dit que c'est Birima. Le père Benfa l'a dit, le père Djigui l'a dit ainsi, un homme ne crie pas. Un homme ne crie pas, un homme ne court pas. Quand on doit la vie à la fuite, on ne vit qu'à moitié. Est-ce que vous avez vu? Ça, c'est une très belle leçon d'initiation que le père donne à son fils. Et beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de proverbes, beaucoup de citations que le père Benfa, que le père Djigui, à travers la verbalisation, est parvenu à éduquer Birima, de même que Kani. Et de là, je m'en vais vous montrer aussi les aspects de la littérature africaine, à savoir les proverbes qui ont été dans l'œuvre. Ça aussi, ça marque ce sont des aspects très fondamentaux qui méritent d'être soulignés. Parce que tout au long de l'œuvre, on tombe sur des proverbes très importants. Ce que Mamoussé Diagne appelle des pensées à boîte. Parce qu'il y a un moment où il dit aussi longtemps soit le séjour du bois dans l'eau, il ne deviendra pas crocodile. Est-ce que vous avez vu? Il y a aussi une partie où il dit, c'est à force d'être patient que la vieille femme parvient à transformer le mil en vin. Tout ça, ce sont des leçons qui permettent au père Djigui d'éduquer petit à petit et à travers le verbe. Parce que la socialisation, l'éducation, ce n'est pas seulement quand même le fait de crier ou bien le fait de porter de beaux habits ou bien non. Il le dit même à Birima, on ne vous apprend pas ça à l'école. Ça montre que derrière la société africaine, des aspects de l'éducation se cachent que nous n'avons pas à l'école. Et que c'est, permettez-moi aussi de convoquer un autre romancier, à savoir Cheikh Hamidou Kane, qui montre que l'école même tue certains aspects que nous voulons garder dans nos enfants. Parce qu'il y a le maître des Dialobé qui dit, si je leur dis d'aller à l'école nouvelle, ils iront en masse. Ils iront apprendre à lier le bois au bois pour faire des demeures à bois. Mais en apprenant, ils vont oublier. Ce qu'ils apprendront vaut mieux ce qu'ils oublieront. Et il met là un point d'interrogation. Ce qui donne un aspect très fondamental à ce ouvrage. Donc, on peut dire que Père Djigui, en tout cas, est l'élément de résolution. Père Djigui a résolu le problème. Et finalement, le mariage n'avait pas eu lieu. Donc, M. Bey, votre dernier mot, parce qu'on est en termes de l'émission. Oui, on peut dire que Père Djigui a été l'un des moteurs phares de la résolution du problème dans cet ouvrage. Mais il n'en est pas le seul, hein, parce qu'il y a aussi Tchekoura, il y a aussi Tcheman. Tout ça sont des gens du village qui ont intervenu auprès du Père Benfa pour qu'il renonce à ce mariage. Parce qu'ils sont parvenus à dissuader le Père Benfa afin qu'il laisse sa fille terminer ses études et plus tard prétendre se marier avec Samou, l'homme qu'il aime. Et là aussi, oui, on peut dire, là aussi, il y a d'autres aspects parce que c'est ce qu'on appelle la vie communautaire. Parce que ce n'est pas seulement, certes, nous sommes dans la société traditionnelle, c'est une société phallocratique où c'est l'homme qui décide, ce qui fait dire à Jean-Jacques Rousseau que la famille est le premier modèle des sociétés politiques où le père est à l'image du chef. C'est le père qui décide, mais aussi il y a le respect des anciens. Parce que le père Benfa, malgré qu'il avait l'intention de marier sa fille à Famagan, dès que son aîné Djigui a parlé, il a laissé. Est-ce que vous avez vu ça? C'est le respect de son aîné. Ça aussi, c'est un aspect très fondamental. Donc, Sous l'orage cache beaucoup de facettes vraiment qui méritent d'être étudiées. Et je pense que il faut une très bonne explication aux élèves de 4e pour qu'ils puissent mieux comprendre. Parce que vraiment, si tu comprends parfaitement cet ouvrage-là, vraiment, c'est extraordinaire, je pense. C'était un plaisir vraiment de partager avec vous ce plateau. Mais avant de quitter, j'aimerais juste passer un salut à la population diabéloise, surtout au président Bamba, oui, à mes amis que j'ai côtoyés à l'université, à tous, à Modou, à Moyokor, à Ndaifatou, tout le monde, vraiment, je ne peux pas les énumérer. À Daouda aussi.
Je ne veux pas me tromper ou bien me laisser en rade de quelqu'un, mais sachez que je vous porte tous dans mon cœur. Le respect de l'aîné est une valeur cardinale de la société traditionnelle. Je rappelle aux internautes que M. Mahali Gueye est un conservateur des valeurs traditionnelles puisqu'il est spécialiste de la littérature africaine, plus précisément la littérature africaine orale, parce que la littérature, avant d'être écrite, elle était orale. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité sur votre émission Les Week-ends littéraires. Merci beaucoup.